Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Monsieur, bienvenue sur votre chaîne pour suivre votre magazine Presse Club avec mes invités qui vont décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo qui reste processus électoral. Eh bien, nous assistons au dépôt des candidatures des candidats présidents de la République et ce samedi, le chef de l'État, candidat à sa propre succession, a déposé sa candidature. Nous allons en débattre avec mes invités qui sont sur ce plateau. Je suis avec Gardy Diane, c'est un habitué de cette émission, journaliste indépendant mais très pointu dans ses analyses. Il est avec nous. Gardy, bienvenue. Merci beaucoup Christian Chivassou, bonjour et je profite pour saluer mes co-débatteurs, mais également les téléspectateurs, et juste apporter une précision. Maintenant, je ne suis plus indépendant. Maintenant, j'ai un organe de presse qui s'appelle Les Francs-Tireurs. C'est un média en ligne. Les Francs-Tireurs. Les Francs-Tireurs, voilà. Ça vous reflète réellement, parce que vous êtes les Francs-Tireurs. Espérons. Eh bien, bon vent à ces médias, les Francs-Tireurs. Connaissant l'homme, ça sera un média qui va communiquer avec beaucoup d'objectivité. Nous, le principe, c'est que on s'est mis au combat de la rédemption. J'ai l'habitude de le dire sur ce plateau ici. Je crois que la qualité du débat public est un indicateur important pour résoudre cette crise de politique, ce rapport entre dirigeants et dirigés. Et nous, on s'est fait l'obligation d'être engagés, mais pas partisans. C'est-à-dire engagé, on n'aura pas peur de pouvoir mettre la main sur les différents dossiers, sur différentes questions, mais seulement on le fera sans parti pris et sans état d'âme. Merci beaucoup, Gardiane. Et cette fois-ci, nous avons pris la résolution de ne pas seulement accorder la parole aux journalistes sur ce plateau, mais aussi aux acteurs de la société civile, aux politiques, par rapport à l'actualité, pour qu'on puisse décrypter, parce que nous avons besoin de comprendre les enjeux de l'heure. Lui, c'est Dieudonné Mouchagalusha, il est président du panel des experts de la société civile. C'est ça? Oui, exactement. Je n'ai pas oublié, je n'ai pas massacré. Dieudonné Mouchagalusha, bienvenue. Merci beaucoup Crispin, je suis ravi d'être invité pour la première fois sur ce plateau que je découvre beau, magnifique, avec beaucoup d'améliorations, mais le design et puis les images et tout. Donc je voulais vous dire bravo et je suis aussi content d'être en face avec mon compatriote. Je sais qu'il a toujours eu à être franc, comme oui. D'ailleurs le dit aux médias. Et les francs-tireurs. Les francs-tireurs. Donc, espérons qu'on ne va pas tirer sur quelqu'un, mais on va tirer sur des bonnes causes. Nous, on tire sur les idées. Il va tirer sur les informations. C'est ça la notion des grands esprits. Voilà. Dieudonné Mouchagalusha, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais malgré tout, malgré que vous étiez un peu souffrant, Dieu aidant, aujourd'hui on retrouve cette belle voix de Dieudonné Mouchagalusha. Merci beaucoup, c'est grâce également à vos prières parce que vous m'avez encouragé, mais effectivement, je ne suis pas encore vraiment au point, mais je ne pouvais pas rater une occasion comme celle-ci. Et j'en profite pour préciser que non seulement je suis le coordonnateur du panel des experts de la société civile, mais également j'en suis le porte-parole. Très bien, donc double casquette. Merci. Eh bien, l'actualité reste dominée par le dépôt des candidatures. Analyse faite, nous constatons que les acteurs politiques se sont donnés à cœur joie à pouvoir déposer des candidatures à la députation nationale, provinciale, mais à la présidentielle aussi. Mais il s'avère qu'à ce jour, le FCC de Joseph Kabila Kabange n'a pas déposé des candidatures. Ils sont hors jeu. C'est du boycott. Est-ce qu'on va assister à un dialogue? Vous êtes un expert
nous voudrions bien, avant d'accorder la parole à Gardidiane, qui est journaliste, vous qui êtes expert en matière électorale aussi, je l'ai dit, parce qu'on connaît votre expertise dans cette matière, comment voyez-vous les processus électoraux avec ces enjeux? Pas de présence du FCC, la Mouka qui arrive en dernière minute avec Fayoulou qui dépose sa candidature après avoir donné le mot d'ordre à ses députés de ne pas déposer des candidatures. Il y a défection dans les rangs de la Mouka parce que le boss a déposé, mais nous n'allons pas être éligibles. Est-ce que le président de la République, avec sa classe politique, va accepter une prolongation pour accorder la chance au FCC et la Mouka de pouvoir se mettre en danse? Ces tableaux-là, comment vous le présentez? Bon, personnellement, j'ai toujours été constant depuis que j'étais le tout premier, ou je dirais mieux, mon organisation a été la première contre tous à avoir annoncé que les élections n'auront pas lieu le 20 décembre 2023, la date prévue par la CENI. Pourquoi? Plusieurs raisons, en dehors d'abord du tableau que vous venez de décrire ici. La date du 20 décembre d'abord, c'est une date qui est illégale. Je me suis toujours posé la question si le président de la CENI, Denis Kadima, qui avait fixé le calendrier électoral, il l'avait fait sciemment. Est-ce que c'était par ignorance? Je doute fort. Est-ce qu'il a fait pour piéger les gens? Je doute fort. Est-ce qu'il a fait cela pour déjà annoncer ou chercher déjà une brèche, sachant que le 20 décembre ne sera pas une date légale, parce qu'elle est en contradiction avec l'article 12 ou 52, l'article, je n'ai pas l'exactitude, mais elle est en violation avec la loi électorale. Or, nous savons très bien que la loi électorale, c'est l'instrument juridique de tout l'arsenal juridique, si je peux me permettre cette tautologie, sur les élections. Or, quand on viole déjà la loi électorale, parce que les élections sont prévues seulement un jour férié ou un dimanche. Mais si vous prenez le calendrier, ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous prenez la loi électorale, vous allez le dire, ça a été ainsi libellé dans la loi électorale qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez directement qu'on a violé en fixant la date du 20 décembre qui tombe un mercredi. C'est un fait anodin peut-être, mais si déjà l'institution qui est habilitée, qui est appelée à faire respecter les instruments juridiques qui régissent la centrale électorale, commence déjà elle-même à violer cet instrument-là principal, il y a lieu de se poser la question sur la suite. Et ce qui démontre que ce qui va suivre ne sera pas légal, ne sera pas conforme au texte, ne sera pas conforme aux normes et aux principes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, nous avons vu, non seulement on a violé la loi électorale, mais on a également violé la Constitution de la République. Et nous, encore une fois, nous étions ou nous sommes les seuls à avoir saisi la Cour constitutionnelle pour alerter sur ces faits-là. Parce que comme acteurs de la société civile, nous sommes non seulement légalistes, mais nous sommes gardiens des valeurs citoyennes. On ne peut pas accepter qu'on commence à violer les textes comme ça et ne plus respecter les principes qui nous régissent ou les instruments. Donc, vous militez pour que le président de la CENI puisse revoir le calendrier en mettant un jour férié comme le dit la loi. Voilà, déjà en faisant cela, donc les élections n'auront plus lieu à cette date telle que c'était prévu. On va y arriver. On a violé l'article 12, là je suis précis, l'article 12 de la Constitution, où la CENI s'est donné les prérogatives de pouvoir enrôler les Congolais des pays étrangers, c'est-à-dire des Congolais vivant à l'étranger, selon son choix. Ça, je n'ai jamais compris où est-ce qu'il a tiré les prérogatives. Il fallait commencer quelque part. Bon, on avance. Maintenant, pour répondre directement à votre question, est-ce que les élections, comment on les voit? Pour parler des bonnes élections, puisque c'est ça les mots-clés, il y a 4 principes. Il y a 4 piliers, s'il faut dire ainsi. On doit parler des élections doivent être libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Libre, démocratique, transparente, apaisée, inclusive plutôt. Alors, dès lors que nous avons des élections qui ne sont pas inclusives, parce que du côté des électeurs, jusqu'à présent, il y a une partie du territoire national qui n'a pas fait enrôler les compatriotes qui habitent à Rutshuru, à Massissi et ici à Kwamutu, n'ont pas participé à la refonte du fichier électoral. Il y a une jurisprudence, M. Mouchakaloucha. Non, en 2018, Béni a voté après. La jurisprudence, il faut voir dans les contextes où ça se trouve. Le contexte de 2018 et le contexte actuel, c'est différent. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, du côté des compétiteurs, vous venez de le dire vous-même, il y a des compétiteurs qui n'ont pas souscrit au schéma des élections pour le moment. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance dans la centrale électorale.
Non seulement confiance dans la centrale électorale, mais il n'y a pas de transparence dans les opérations électorales. Dès lors qu'il n'y a pas la transparence dans les opérations électorales, or nous savons que c'est la transparence qui donne, qui est les ponts qui permettent à ce qu'on puisse avoir la confiance dans les processus électoraux. Dès qu'il n'y a pas de transparence, ça brise directement la confiance. Or, l'élément principal pour la réussite d'un processus électoral, il faut que tous les compétiteurs, ou je dirais mieux, toutes les parties prenantes puissent avoir la confiance dans les processus. Mais dès lors que cette confiance est brisée, on ne peut rien attendre du processus électoral actuel. Donc, pour moi, je continue à dire que le processus électoral actuel, il est crispé et qu'il va falloir réfléchir sur la manière dont il faut résoudre la question pour que finalement on amène tout le monde dans ce processus, où je dirais mis encore une fois de plus les parties prenantes pour qu'on arrive à cela. D'autant plus que vous avez vu sur la refonte du fichier électoral tout ce qui s'est passé en termes d'irrégularité. Et à ce jour, je peux le démontrer qu'il n'y a pas un fichier électoral consolidé. Or, s'il n'y a pas un fichier électoral consolidé, parce que pour organiser les élections, il faut une triologie. Vous avez l'organe ayant la gestion électorale en tête, vous avez les compétiteurs et vous avez les électeurs. À l'intérieur de ces triangles, il faut mettre maintenant les outils et les instruments. Mais dès qu'on a la centrale électorale qui est la CENI aujourd'hui, vous avez les compétiteurs où il y a encore beaucoup de problèmes, mais les électeurs aussi, il n'y a pas un fichier consolidé. Si on n'a pas un fichier consolidé... Qu'est-ce que vous attendez par un fichier consolidé? Un fichier consolidé, ça veut dire qu'on a, en termes simples, je peux expliquer, c'est-à-dire que vous avez la liste de tous les électeurs. Et qu'on peut arriver aujourd'hui, on prend la carte de Crispé Chibassou, on prend le numéro de votre carte d'électeur, on l'introduit dans les fichiers électoraux, directement on va retrouver toutes les données qui vous concernent. Ça veut dire que si vous voulez obtenir un duplicata de votre carte d'électeur, vous pouvez aller là où vous êtes fait enrôler, ou même en dehors de là où vous êtes fait enrôler. Vous pouvez avoir fait votre enrôlement au Kassai ou à Bukavu ou en Équateur, mais si vous arrivez à Kinshasa, vous avez besoin de votre duplicata, parce que le fichier est consolidé, on a toutes les données. Vous pouvez introduire soit les codes de QR qu'on a longtemps vantés, qui n'existent pas, ça je confirme, je les ai déjà mis au défi plusieurs fois, et qu'on peut avoir vos données. Mais comme le fichier n'est pas consolidé, donc on ne peut pas savoir le nombre exact des électeurs. Je vais revenir à vous, le temps d'accorder aussi la parole à Gardidiane. Face à un expert qui démontre sur le plan technique beaucoup d'aléas dans l'organisation des élections, pensez-vous que le dialogue, c'est la solution pour sortir d'un processus inclusif? Merci pour la question, mais je crois que quand vous parlez de dialogue, je suis de ceux qui estiment ou qui pensent toujours que le dialogue est un instrument de gestion dans un État comme la République démocratique du Congo. Mais cependant, le dialogue tel que demandé par le politique, ça devient un dilatoire. Heureusement, M. Mouchagaloussa a évoqué une disposition. On n'a pas de précision, on ne sait pas trop entrer pour pouvoir définir exactement s'il y a violation ou pas. Mais quand on parle du processus électoral, il y a ce qu'on appelle une contrainte constitutionnelle, une exigence constitutionnelle. Quand on tombe sur la subjectivité de date fériée ou pas, je pense, à mon humble avis, que... Il faut pas rester dans le fixisme. Bon, vous trouvez un mot un peu plus, je dirais c'est de l'euphémisme, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'autoflagelle nous-mêmes, dans le sens où on parle d'un processus électoral. J'ai toujours dit aux gens, ce processus électoral ici a été autant frappé des contraintes que ceux précédents. Aujourd'hui, la preuve est que cette CENI a commencé à aller vers le respect de son calendrier, mais à tâtons. On aurait eu peut-être une autre composition au niveau de cette CENI, on aurait lâché prise. Je vais rentrer dans les éléments de fond. Quand par exemple on parle de... cette CENI est frappée de problèmes d'inclusivité, je doute encore de la notion de l'inclusivité dont on parle ici. Parce que, Crispin Chibassou, Ouais. je vous rappelle ici qu'en 2006, Etienne Tshisekedi Wamulumba, visage connu, attesté, approuvé de l'opposition. Leader Maximo. Les leaders Maximo, l'opposant qui ne souffrait d'aucune contestation, a décidé de ne pas prendre part au processus, tenant les mêmes éléments de langage.
Nous sommes allés aux élections, il y a Ouais. eu élection, Ouais. après il y a eu même une deuxième élection où cette fois-là, il a participé. Le processus électoral ne s'était pas arrêté. La notion de la démocratie, c'est aussi la liberté de chacun de décider s'il veut être compétiteur ou pas. Ici, il ne faudra pas qu'on fasse croire que l'obligation, c'est que pour que ces processus soient inclusifs, il faut que le FCC soit là. Ça relève d'une stratégie. Même si moi j'ai un point de vue contraire, je pense que le FCC commet une grossière erreur de se mettre à l'écart de ce processus électoral. Ils avaient déjà déclaré depuis qu'ils ne vont pas participer au processus électoral, ils ont respecté leurs paroles. C'est ça aussi la notion de la démocratie. Si on va dans les subjectivités sur les orientations d'ordre politique, on n'aura pas les éléments factuels pour juger, évidemment, s'il y a crédibilité dans ces processus ou pas. Quand on parle du fichier non consolidé, je vais me contredire M. Dieudonné Mouchagaloussa. C'est-à-dire que si le fichier n'est pas consolidé, comment la CENI et les experts venus de l'extérieur ont-ils réussi à déterminer le nombre exact? Est-ce des que, enrôlés? doit-on comprendre que par rapport à ce qui s'est passé en 2006, on doit faire table rase et on continue en laissant les autres hors jeu? La notion du hors-jeu, c'est si vous êtes frappé par des règles préétablies. Quand c'est une décision qui émane de vous, pour des raisons stratégiques ou pour des raisons que vous seul connaissez, on ne parle pas de hors-jeu. J'utilise ces métaphores d'où on le tire dans le football. Et hors-jeu, c'est lui qui se retrouve en dehors de limites telles qu'établies par les règles. Mais ici, le règle a exclu qui? Personne. Le FCC en tant que regroupement politique, il faut le reconnaître, un grand regroupement politique, l'ancienne majorité, a décidé délibérément de ne pas prendre au processus électoral. Le ciel ne va pas tomber parce qu'ils ont décidé de ne pas prendre part au processus électoral. On parlait ici de Martin Fayoulou. J'étais sur ces plateaux, je disais aux gens que je suis un homme de lettres, j'aime prendre le mot dans leur sens exact. Quand Martin Fayoulou arrive dans un point de presse pour dire aux gens, nous, SID, nous ne participerons pas, nous ne déposons pas des candidatures à tous les niveaux, j'ai dit aux gens, c'est une subtilité qu'il faut comprendre. Quand on veut boycotter les processus électoraux, on dit « nous ne prendrons pas part ». Sémantiquement, ça veut dire quelque chose. Mais quand quelqu'un vous dit « nous ne allons pas déposer des candidatures à tous les niveaux », ça veut dire qu'il se laisse une brèche. Les gens ne m'ont pas compris. Parce que, je vais vous faire un calcul simple, je ne vois pas Martin Fayoulou ne pas participer au processus électoral. Je ne vois pas comment. Parce qu'en tant qu'acteur politique... Ouais, Martin Fayoulou dépose sa candidature, mais ces députés vont en souffrir parce qu'ils ont respecté le mot d'ordre. Vous n'allez pas me demander à moi de nettoyer la bête de cochon d'une formation politique en interne. Ça, c'est une erreur stratégique. J'ai toujours dit que Martin Fayoulou est mal entouré. Martin Fayoulou n'a pas de conseiller, même si tout récemment, les gens m'ont fait comprendre que ce n'est pas un problème des qualités des conseillers, mais c'est plutôt l'homme qui n'écoute pas. Quand on est politique, je vous dis qu'aujourd'hui, s'il devrait y avoir adversaire en face de Félix Tshisekedi, ça devait être naturellement Martin Fayoulou. Quand il a atteint la dimension qu'il avait en 2018, où on fédérait presque l'ensemble de convictions de Congolais, et notamment celles de l'opposition, vers cet homme. Aujourd'hui, si, allez, je me permets de le dire, si l'establishment se permet de nous emmener un outsider comme le docteur Denis Mukwege, c'est que même les parents, les gens qui l'ont soutenu autrefois, notamment les grands groupes des bailleurs de fonds, dans cette fameuse communauté internationale, ont décidé de changer de fusil d'épaule pour aller vers Denis Mukwege. C'est parce qu'on a perdu confiance en lui. Il n'a pas donné des indicateurs suffisants pour pouvoir incarner l'homme qu'il était pendant les élections de 2018. Écoutez. Donc il a perdu de sa superbe. Il a perdu de beaucoup de choses. Parce que Martin Fayoulou n'a pas compris une chose. Parce que quand on a été aussi important aux élections de 2018, après, il faut vite redescendre. Il est resté dans l'état émotionnel de 2018. Il est rentré dans une sorte de schéma. Je sais qu'il a voulu faire comme Etienne Tshisekedi ou Moulumba. Nous connaissons tous quelle était l'orientation d'Etienne Tshisekedi parce que je suis de ceux qui estiment que si Etienne Tshisekedi ou Moulumba avait dans ses visées les intentions d'être vraiment un dirigeant, un président de ce pays, il serait devenu de regard de par sa carrure, de par son agenda, de par ses contacts. L'homme préférait rester dans son rôle d'opposant, titiller les autres. La preuve, c'est que la plupart des fois, on lui a donné l'occasion de participer dans la gestion. Nous connaissons comment ça s'est terminé en quai de poisson. On comprend qu'il était dans ses orientations. Il a voulu faire comme l'homme, sans pour autant se donner la politique ou l'orientation comme lui. Vous ne pouvez pas arriver, après 5 ans de mandat, vous
vous faire appeler président élu. Mais quand vient de problèmes du genre de problèmes d'ordre sécuritaire, vous indexez les autres. C'est de l'irresponsabilité politique. Mais lors du dépôt des candidatures, Martin Fayoulou a déclaré qu'il reste toujours dans son combat de la vérité des urnes. De la vérité des urnes. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? S'accrocher. S'accrocher aux éléments. C'est-à-dire c'est son élément de langage favori. Il pense que c'est la seule orientation, c'est le seul élément de langage. Ou encore, il en a fait son storytelling, une histoire rattachée à lui et qui va continuer à se revendiquer. Président élu, sans pour autant avoir la possibilité d'agir ou de faire quoi que ce soit. C'est ça le problème. On ne va pas rester sur Martin Fayoulou. Revenons sur l'ensemble du processus. Et quand on dit aujourd'hui que les élections, n'auront pas lieu en décembre, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois aucune raison factuelle qui empêcherait qu'il y ait élection. Je n'en vois pas. Alors, je n'en vois pas. Citez-moi un élément factuel qui prouve à suffisance qu'il n'y aura pas élection. Nous sommes journalistes. Le président de la République a séjourné à Lubumbashi, mais lors de son séjour, il y a eu la présence de l'ancien président zambien Jakaya Kikwete, qui est arrivé. Nous avons vu des tweets, les réseaux sociaux a chauffé à rouge, en indiquant que Jakaya était venu sur invitation du président de la République, bien sûr, mais dans le but de pouvoir faire la facilitation entre lui et Joseph Kabila. Est-ce que ne pensez-vous... Bon, on ne va pas tomber dans les suppositions, mais du moins, Jakaya était là. Non, en fait, quand vous parlez de la facilitation, je suppose qu'aujourd'hui, les rapports entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila et le rapport entre un actuel chef de l'État et un ancien. Au-delà de ça, c'est le rapport entre deux frères. Au-delà de ça, il y a le rapport entre des anciens partenaires, parce qu'ils ne sont plus partenaires politiques. Ça, c'est une vérité. Quand on parle de réconcilier, de quelle dimension voulons-nous activer? Parce qu'à preuve du contraire, je crois que Joseph Kabila... Réconcilier, c'est peut-être fort, mais rechercher l'inclusivité dans le processus électoral. Bon, je vais vous accorder la parole. Je chute juste dans ça. Allez-y. Je chute dans ça. Quand vous dites chercher l'inclusivité du processus électoral, je posais la question, qui a refusé au FCC de prendre part au processus électoral? Nous sommes en politique. Non, mais justement, on est en politique, évoquer les raisons politiques. Très bien. Merci d'être là. C'était pas facile pour vous. Les routes, les artères de Kinshasa sont bondées de monde avec les dépôts des candidatures du président de la République. Mais quand même, ils sont là. Lui, c'est Joseph Kamanga Wakamanga. J'aime bien l'appeler Kamanga Wakamanga Moutonde. Mais c'est pas Kamanga Wakamanga Moutonde, c'est Joseph Kamanga. Bienvenue. Merci beaucoup, estimé. Allez, il y a aussi Siméon Isako, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci. J'ai rencontré votre frère, j'ai eu du mal à partager entre vous et votre frère. Vous ressemblez tellement. L'effet Marlon. L'effet Marlon. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Merci d'être venu. Alors, Joseph, vous avez la parole. La présence du président zambien à Lubumbashi, comment avez-vous analysé cela? Est-ce que pensez-vous que les politiques sont en train de négocier en sourdine pour rechercher l'inclusivité? Merci beaucoup pour la parole, estimé Crispin Chibassou. Je sais qu'en politique, toutes les pistes sont bonnes lorsqu'il faut explorer une solution de paix. Ça s'est dit, ça s'est chuchoté, comme ça a été, que l'ancien président devrait faciliter, je reviens sur les termes qui a été utilisé, entre les deux partenaires, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. C'est là en vue de créer un climat de paix à l'approche des élections. Mais je me vois mal placé lorsque dans un camp on refuse catégoriquement qu'on ne peut pas, que cela n'est pas prévisible. Acceptons que lorsqu'il y a de couacs, les processus électoraux évoluent, certes, mais il y a de couacs avec certaines parties prenantes, dont le FCC de Joseph Kabila. Vous avez vu au moins 92 députés nationaux qui sont encore fidèles à Joseph Kabila en respectant le mot d'ordre du boycott du processus électoral, se sont retrouvés pour encore reconforter leur position. Moi, je pense que la position de la RDC aujourd'hui, c'est une position stratégique qui, à moindre heure, peut embraser toute la sous-région. D'où l'intérêt ici, c'est de pouvoir aider
la RDC à bien parcourir cet cet élan démocratique. En suivant électoral. l'interview du président Jacques Kikwete, il dit « Je suis ici comme membre du comité des sages, membre de la SADC, du comité des sages, des sages de la SADC. De la SADC. Ça veut dire que dans ces missions, les sages ont pour mission, dans ce comité de la SADC, de retrouver, de rechercher plutôt la paix, là où les climats est tendu. Tout ne peut pas se dire au grand jour, que ce soit les tenants du camp du non, parce qu'il y a des radicaux qui disent jamais ça ne peut pas arriver, mais en politique, le politique a un autre œil que peut-être certains fanatiques ou certains Les faucons. Faucons n'ont pas peut-être. Parce que ici, vous trouverez dans la rue, c'est quelqu'un qui vous dira jamais Kabila ne peut parler à Tshisekedi. Jamais Tshisekedi ne peut parler à Kabila. Et moi, à mon niveau, je ne vois pas les choses de cet œil-là. Ça veut dire deux grands hommes d'État, qui hier étaient chefs de l'État, aujourd'hui l'autre est chef de l'État, l'un comme l'autre ont des stratégies à partager au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Mais si aujourd'hui cet ancien président zambien se déplace, il est membre du comité des sages, ça veut dire qu'il y a péril en la demeure. Nous pouvons ne pas le dire. Vient de le démontrer, mais qu'il a mis hors jeu, c'est une décision prise. On veut réconcilier dans deux hommes, le libre ou on veut réconcilier les deux acteurs politiques. Non, je veux pas le libre arbitre. Ça veut dire, ici, moi je ne parle pas, je ne veux pas souvent individualiser le débat. Je vois ici les institutions. Ça veut dire Félix Tshisekedi, président en exercice. Je vois Joseph Kabila, ancien président de la République, sénateur à vie, mais également chef de file d'une partie importante du processus électoral, qui est l'FCC. Moi, je vois qu'ici, s'il faut aujourd'hui même parler, parce que je trouvais mon frère Gardien en train de parler de Fayoulou, mais je pense qu'aujourd'hui, parmi les ténors de ces processus électoraux, l'FCC de Joseph Kabila n'est pas le moindre. Donc, il faut prendre en considération le poids, s'il faut dire entre guillemets politique, le FCC n'est pas négligé lorsque le processus électoral est en train d'évoluer en dents de scie. Parce qu'il faut le dire, Fayoulou a trébuché, il s'est ressaisi, il est parti mais en retard. Et je crois qu'il ne pourra pas... Sans députés nationaux. Sans députés nationaux, l'homme revient sur sa vieille chanson, comme c'était en 2018. Je ne peux pas les élections avec la machine à voter. Il y va, il revendique la victoire après. Aujourd'hui, il s'est ressaisi en retard, il y va, je crains qu'il revienne encore. Qu'il reste dans l'optique du combat de la vérité des urnes. La vérité des urnes. Il y va, mais en réclamant la vérité des urnes. Je crois que c'est sa petite dictature qui les fait faire tout ça. J'ai entendu dire qu'il a des mauvais conseillers, mais c'est faux. C'est l'homme lui-même. C'est l'homme qui n'écoute pas. Même en prenant la décision de ne pas aller au processus électoral, de ne pas déposer des candidatures, Martin Fayoulou n'a pas consulté. Et vous avez vu même Ados Ndombassi, qui s'est tout de suite retiré. On l'a vu derrière Mukwege. Il est derrière Mukwege désormais. Le docteur Mukwege. Ça veut dire, Fayoulou n'a pas réfléchi. Je reviens à ce que je disais aujourd'hui. Et on ne peut pas exclure l'hypothèse d'une intervention de certains sages de la sous-région pour remettre la paix dans la case. Il y a péril en la demeure, ça il faut le dire. Le processus évolue, bien sûr, mais attention, l'atterrissage doit être en douceur. Très bien, merci beaucoup. L'atterrissage doit être en douceur. Parole de Joseph Kamanga qui vient de nous rejoindre. Siméon Isako, vous avez la parole. Réaction en rapport avec le processus électoral, le dépôt des candidatures. On a vu les candidats présidents déposer leurs candidatures, mais on a vu aussi la présence du président zambien à Lubumbashi. Est-ce qu'il y a dessous des cartes? Je ne sais pas, je vais commencer par quoi? Président zambien à Lubumbashi, ou dépôt des candidatures. Comment ça, tu veux? Bien sûr, je voulais en arriver là. Je vais commencer par le président, l'ancien président zambien. L'ancien président zambien à Lubumbashi. J'ai suivi mon aîné dire qu'il y a péril en la demeure. Il a dit 2, 3, 4 fois. Mais je me demande qu'est-ce qui ne va pas au Congo pour qu'on dise qu'il y a péril en la demeure. Je me pose la question. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on dise qu'il y a péril en la demeure? L'inclusivité du processus électoral. Mais l'inclusivité, qui a exclu Kabila et sa famille politique? Qui a dit qu'il n'y a pas d'inclusivité? On a combien de partis de l'opposition dans l'opposition? On a combien de regroupements de l'opposition? Et combien ont décidé de ne pas participer? Seul le FCC de Kabila. Ils sont pas seuls. Qui est, oui.
Il y a Fayoulou participe, Katumbi participe, Mukwege participe, et bien d'autres. Seul Kabila ne participe pas. Du reste, ils sont minoritaires. Est-ce que c'est cela qui va nous amener à conclure qu'il n'y a pas inclusivité? Parce que Kabila n'a pas participé dans les processus électoraux? J'ai dit non, il n'en est pas question. Il y a inclusivité. Parce qu'au départ, c'est pas Kabila qui ne voulait pas participer. Au départ, c'était Fayoulou, c'était Matata, c'était Katumbi, c'était Sessanga. Parce qu'ils disaient que les choses n'évoluaient pas bien. Ils ne voyaient pas clair. Dès lors qu'ils ont décidé de retourner et de participer au processus électoral, ça veut dire qu'ils ont vu clair. Et si Joseph Kabila estime pour ses raisons propres, qui ne sont pas liées aux raisons politiques, parce que si nous voulons faire allusion aux raisons politiques aujourd'hui, Kabila ne va pas nous prouver pourquoi il ne participe pas. Il ne va pas avancer des arguments qui tiennent debout. Pour des raisons propres. Peut-être qu'il a décidé de quitter la vie politique, mais ceux qui l'entourent ne l'ont pas encore compris. Il décide comme ça de mettre sa famille politique à l'écart. Et bien cela ne nous amène pas à conclure qu'il n'y a pas inclusivité. Non, le processus électoral à ce jour est inclusif. Presque toute l'opposition a mordu à l'hameçon et nous sommes en train de bien évoluer. La présence du président, de l'ancien président zambien à Lubumbashi, ça fait beaucoup parler, là, toi. Là. Il a décidé de rencontrer le président. Ben, il n'est pas le premier ancien chef de l'État qui rencontre notre président. Il n'est pas le premier. Nous sommes à la veille des élections, quand même. Ben, ça veut dire quoi? Ils peuvent se rencontrer tout le temps. Cela dépend de leur agenda. Vous êtes souvent très bien informé. Et pourquoi il était venu? Mais j'ai dit qu'ils peuvent se rencontrer pour n'importe quel sujet. Ce n'est pas seulement pour les élections. Parce que ce n'est pas Tshisekedi qui organise les élections. C'est Denis Kadime et son équipe qui organisent les élections. Mais s'ils se sont rencontrés, de parler par exemple pour d'autres sujets, de développement, parce que c'est un ancien président sûrement, qu'il a aussi il peut avoir des sociétés qui peuvent vouloir investir dans notre pays. Mais si ils s'étaient rencontrés pour ça, pourquoi nous voulons faire seulement un raccordement, dire que parce qu'ils se sont vus à la veille des élections, et donc ils se sont rencontrés pour les élections. C'est un raccordement frauduleux. Il ne faudra pas qu'on fasse ces raccordements-là. J'ai vu des tweets, on dit qu'il a rencontré le président Tshisekedi parce qu'il veut jouer à la facilitation. Mais entre Tshisekedi et Kabila, qu'est-ce qui nous fait croire que ça ne marche pas? Ah bon? J'ai dit qu'est-ce qui nous fait croire que ça ne marche pas? Kabila est dans son coin, il fait ses affaires. Tshisekedi est dans son coin, il fait ses affaires. Depuis qu'ils se sont séparés, Tshisekedi n'a jamais traqué Kabila pour qu'on dise que ça ne marche pas. Il est à l'aise, il fait ses affaires calmement. Et donc, si nous voulons parler des dépôts de candidatures, parce que vous m'avez posé cette question-là, c'est le deuxième aspect de ma réponse. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, on en est à combien? 12, 13 ou 14? Je ne sais pas. Tu sais qui postule aujourd'hui. On peut donc dire qu'il a postulé parce que il est là. Il y avait du monde. Hein? Voilà, il y avait du monde. C'est la preuve combien les Congolais portent Tshisekedi. Et donc, j'aimerais dire qu'il y a aujourd'hui des sondages un peu partout à travers le monde sur la présidentielle du 20 décembre 2023. Des sondages ici en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Même chez nous en RDC. Tous les sondages, en ce moment où nous parlons, donnent Tshisekedi vainqueur de la présidentielle. Les derniers sondages lui ont même donné 74%. Moïse Katumbi 10%. Je parle du sondage Grand Œil. Tshisekedi 74%. Les derniers sondages. Ça veut dire que on peut avoir 1000 candidatures. On peut en avoir 2000, 3000. Mais au finish, c'est au peuple de décider. C'est au peuple de juger. C'est au peuple de décider et de juger. Et donc ce peuple-là, Oui. qui doit décider le 20 décembre, c'est celui-là qu'on a consulté en amont.
par les maisons de sondage. Et c'est ce peuple-là. C'est l'échantillonnage. On sait comment. Bien sûr, le tout de là. L'échantillonnage. C'est pas déconsidéré. Nous sommes au Congo. C'est pas, j'ai dit, c'est pas déconsidéré. C'est pas déconsidéré. Même en 2018, c'était le cas. Alors. C'était le cas. Même en 2018, il était donné vainqueur. Voilà. Et au finish, il avait été proclamé gagnant. Et donc, j'étais en train de dire que c'est ce peuple-là qui va décider le 20 décembre, qui a été consulté par les maisons de sondage. Et c'est ce peuple-là qui sait qu'il est vainqueur avec 74%. Et donc, ça ne sera pas une surprise. Donc, il n'y aura après les élections, pas de dialogue, il n'y a pas de raison que Denis Kadima proclame Tshisekedi vainqueur. Très bien. Donc pour vous, il n'y a pas nécessité qu'il y ait dialogue pour chercher l'inclusivité. Le président Tshisekedi, candidat à sa propre succession, sera élu selon les sondages, 74%, au-delà même, comme vous le dites. Merci beaucoup cette fois-ci. Je vais accorder la parole à Moucha Galoucha. Nous allons un peu décrypter ces candidats qui se sont présentés, qui ont déposé leur candidature. On commence par Mukwege. Plus d'une personne parle d'un candidat de l'étranger qui aurait remplacé Martin Fayulu. Comment avez-vous jugé ces allégations sur Mukwege qu'on qualifie de candidat de l'étranger? Oui, si vous permettez, Crispin, avant de répondre à cette question, j'ai des éléments que je peux mettre à la disposition de tout le monde sur base des analyses, mais permettez quand même que je puisse rentrer un peu en arrière. Je pense que nous parlons des questions électorales, je ne veux pas dire avec émotion, avec sentiment, mais on n'arrive pas à l'analyser d'une manière froide. Je voulais dire en pesant les mots que si on va dans le processus électoral à la date du 20 décembre, avec les contours, avec le contexte actuel, avec les mêmes acteurs, il y aura crash. Je pèse bien les mots. Je viens de vous démontrer que jusqu'à ce jour, il n'y a pas un fichier électoral consolidé. Vous allez organiser les élections avec qui? Si on n'a pas des électeurs, je ne sais pas si on est en train de parler des émotions. Vous n'avez pas des électeurs. Il y a eu enrôlement, M. Moucha Galoucha. Non, l'enrôlement. Il y a eu enrôlement. Les gens se sont enrôlés. Il y a eu des cartes les cartes d'électeurs ont été remis aux électeurs et les candidats se sont présentés. Bon, soyez un peu. Je voudrais que vous soyez un peu terre à terre. Je suis effectivement terre à terre, Crispin. Oui. Je viens de le dire. Je venais de le dire. Il y a une différence entre l'enrôlement et l'identification des électeurs. Or, on a couplé les deux opérations. Ça, je ne vais pas entrer sur ce terrain d'ordre purement technique. Mais quand vous regardez aujourd'hui, je pèse et je mets quiconque au défi. Comprenez votre carte, Crispin Tibasso. Comprenez la carte de mon frère. Comprenez la carte de mon collègue. Comprenez la carte de mon ami. Prenez les numéros de votre carte. Introduisez ça dans le fichier électoral central consolidé. On ne vous verra pas. Vous n'y êtes pas. Et c'est ça le cas qui se pose même avec les duplicata. Vous n'y êtes pas, Crispin. C'est quoi alors? Je suppose que c'est alors quelque chose. Mais en quoi ça peut? Attendez, en quoi ça peut être? Ça peut déranger l'organisation des élections. Non, j'y arrive effectivement. Je vous ai dit que pour organiser les élections, il faut une triologie. Il faut la centrale électorale, il faut les électeurs et les compétiteurs. Si vous n'avez pas un de ces piliers, vous n'aurez pas les élections. Or, pour le cas présent, il n'y a qu'un seul pilier, la centrale électorale. Les compétiteurs, il y a déjà ceux qui sont réticents, je peux démontrer pourquoi. Mais sur les électeurs, il n'y en a pas aussi. Et donc, ce sera la première fois où, à ce jour même où nous sommes sur ces plateaux, il y a des contentieux des électeurs, mais qui ne sont pas faute de la culture démocratique avancée dans notre pays, qui n'ont pas pu faire des plaintes contre la CENI, mais la CENI devrait être traduite en justice. Exact. Pourquoi? Oui, exact. Votre carte d'électeur, vous l'avez, mais les noms ne sont plus visibles à ce jour. Il y a des gens qui cherchent des duplicata qui n'en ont plus. Vous arrivez dans un centre pour aller demander les duplicata, on vous fait asseoir de 8h jusqu'à 20h. Vous y allez pendant 4, 5, 6 jours. Vous cherchez les données ne sont pas visibles, ne sont pas retrouvées. Et c'est quoi? Nous parlons de quoi? À la commune de Lemba. Je vous donne pas la parole, Joseph. Mais là, ce sont des contre-vérités parce que moi, j'ai eu mon duplicata à la commune de Lemba. J'ai eu mon duplicata à la commune de Lemba. Ça veut dire que les données, sont retraçables et il y a des données. Donc
s'il n'y avait pas de données, je n'aurais pas eu mon multiplicateur. Nous devons nous abstenir d'amener des contre-vérités sur un plateau de télévision. Aussi sérieux comme celui-ci. J'aimerais que quelqu'un puisse me défier. Moi, je vais vous donner des éléments. Je peux encore approfondir cela en disant non. Des faux éléments. Vous avez vu la CENI elle-même affirmer, la CENI elle-même, mon frère, il faut éviter de parler des questions nationales, des questions d'intérêt public comme si vous parliez de vous-même. La CENI elle-même avait confirmé qu'il y avait des doublons. S'il y a des doublons avec l'identification de la biométrie complète, ça veut dire avec l'iris et les empreintes, il ne peut pas y avoir des doublons. Chacun de nous a un seul iris. Même votre propre frère à qui il a fait la confusion, qu'il ne les connaît pas. On va voir que vous n'avez pas le même iris. C'est-à-dire la biométrie complète, on identifie quelqu'un avec l'iris. Et quand vous venez vous faire identifier pour la deuxième fois, l'iris doit être en mesure, si on a fait un fichier consolidé, de reconnaître que nous avons déjà eu cet iris-là. Et ne va pas produire une deuxième carte. C'est simple à comprendre. Si on vous a déjà identifié avec l'iris, qui est déjà dans les données, si vous revenez la deuxième fois, on ne peut plus vous identifier parce que vos données sont là. On va reconnaître que vous avez déjà été identifié. On parle de quoi? Ça, c'est une preuve. Vous n'allez pas me... Nous avons en face de nous des techniciens. Vous n'allez pas me dire le contraire. Moi, je pense attends un élément. La manière dont la CENI a fait la consolidation des données, on a fait la consolidation des données par monitoring, mais pas d'une manière instantanée. Ça veut dire quoi? On termine à enrôler les gens, on met les données sur les flash disques où on demande à quelqu'un, on appelle le téléphone, vous avez enrôlé combien de personnes ce jour? Oh, ici nous avons enrôlé 50 ou 60. Et ce sont les données là qu'on va transmettre. Alors que ça devrait se faire d'une manière instantanée. Au même moment où vous êtes en train d'enregistrer les gens, les données devraient être répercutées dans la centrale. C'est-à-dire que... Le Congo est si grand et... Le Congo est si grand. Non, ça déjà, il est... Si c'est tel le fait, les compagnies de communication, ils le font quand vous entrez sur un truc, directement, Vodacom, c'est que vous êtes dans le serveur. Il n'y en a pas avec la CENI. Je suis en train de vous dire la vérité. La preuve en est que je vous donne 4 éléments. J'ai suivi et je suis en train de suivre ces processus. Mais pourquoi les acteurs politiques n'ont jamais apporté ces éléments d'information à la J'y arrive. À Goma, lorsqu'il y a eu des échauffourées quand on a tué quelqu'un à Goma, on a détruit directement les machines à voter, les machines d'enrôlement là-bas. C'est-à-dire à Goma, au Kasaï et dans la province de Lomami. Donc, Lomami, il y a eu des échauffourées. Au moins, il y a des échauffourées, on a détruit les ordinateurs. Donc, les personnes sont sorties avec les cartes. Mais ces données-là n'ont jamais été transmises à la CENI. Ça, c'est un incident. Voilà, c'est un incident. J'y arrive maintenant. La conséquence est plus grave. Lorsqu'on fera l'attribution des sièges avec les CEI, quand on fera l'attribution des sièges avec les CEI, quel sera le coefficient électoral sur lequel on va se baser pour attribuer les sièges à telle personne dans telle circonscription quand on a des données qui sont biaisées? Mais je pense que la CENI dispose à ce jour des nombres des enrôlés dans chaque circonscription électorale. Non, les nombres des enrôlés seront ou sera faux par rapport au coefficient électoral qu'il faut pour l'attribution des sièges. C'est-à-dire, l'essai veut dire quoi? Lorsque vous avez affirmé, M. Mouchagaloucha, attendez, vous avez affirmé qu'après l'enrôlement, les éléments sont mis sur le flash disk et ce flash disk doit être retransmis à la CENI. Je ne sais pas si vous comprenez les déséquilibres. C'est-à-dire que vous avez la carte d'électeur. Vous irez voter, mais en ayant la carte d'électeur, vous n'êtes pas identifié. Ça fausse le nombre réel des enrôlés. Bon, ça, ce sont les éléments purement techniques. Voilà. Dès que ça fausse le nombre réel des enrôlés, le parti qui va réunir les CEI au niveau national, quand on va faire maintenant l'attribution des sièges, il faut calculer les coefficients électoraux de ces partis en fonction de la circonscription électorale. Et donc, vous aurez dans une circonscription électorale 100 000 enrôlés, 100 000 votants, nombre de maximum, mais en réalité, ils sont 60 000. Donc, vous attribuez un siège à quelqu'un qui ne répond pas à ces coefficients. Ça va mettre beaucoup de liens en illégitimité. On sera en mesure de l'attaquer, on peut le démontrer scientifiquement. On saute ce chapitre-là puisqu'on risque de se perdre pour ça. Mais les frustrations d'ordre électoral, mes frères et sœurs, nous avons quand même des études comparatives en Afrique. Quand on fait de mauvaises élections, les conséquences sont plus graves que les frustrations d'ordre politique. Nous les avons déjà vus. Ce qui s'est passé au Kenya, c'est pas loin d'ici. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un pays d'Afrique. Ce qui s'est passé en Zambie, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui s'est passé au Madagascar. Ne prenez pas des questions d'ordre électoral d'une manière légère en venant seulement dire sur le plateau, non, on a empêché personne à ne pas participer aux élections, les élections auront bel et bien liées. La manière dont on est en train de conduire le processus, il y aura crash. Et donc, je reviens sur l'exclusion de certains candidats ou de certains partis politiques. Mais l'FCC, c'est... Oui, l'FCC... Les raisons pour ces...
les raisons poussées par le ECC pour rester hors jeu sont valables? Il y en a Pensez-vous qu'ils sont rentrer dans l'historique de la nomination de mon frère Denis Kadima, avec qui j'ai beaucoup de relations et que je respecte beaucoup. J'ai eu la chance de participer avec lui dans des forums internationaux, et ça je dois l'avouer, c'est lui qui menait l'animateur principal ou le modérateur. Avec autant de pays, il a réussi ça, bravo à lui. Mais rappelez-vous que quand on l'a nommé, pour une fois, le président de la République dans ses prérogatives, vous avez déjà vu le président se justifier devant la nation pour la nomination d'une personne. Qui oublie que son Excellence Félix Tshisekedi a pris 6 minutes sur la télévision nationale avant de signer l'ordonnance nommant de Nikadima? Est-ce qu'on oublie ça? Mais c'est un Congolais qui a les droits comme tout autre. Est-ce qu'il est le seul? Quand il a nommé le premier ministre, il ne s'était pas justifié. Le président de la République, il a investi d'un pouvoir constitutionnel avec ses prérogatives. C'est ça la raison, M. Oui. Moussa. Donc la raison porte déjà une suspicion. Moi, je peux passer par là, je peux passer parce que les faits sont déjà là, je ne veux pas prendre la position des politiques. Mais maintenant, la manière dont Denis Kadima mène le processus électoral, il chamboule d'abord tout le système électoral congolais. Il fait aussi, il enterre ce qu'on appelle l'éducation civique électorale. Il enterre ce qu'on appelle la sensibilisation. Il a brisé ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre sur les boulevards ici, devrait être sanctionné dans des réformes électorales. La campagne, et là je vais citer un éminent professeur qui m'a enseigné et qui est aujourd'hui conseiller spécial chef de l'État, le professeur Jean-Louis Sambo. Il est vivant, qui nous avait dit qu'une campagne électorale pré-campagne, ça veut dire si quelqu'un se met à faire la campagne électorale avant la période prévue pour la campagne électorale, on peut invalider sa candidature. C'est que nous sommes en train de vivre avec les candidats aujourd'hui, que ce soit le président sortant, que ce soit avec les autres, devrait être condamnable. Et c'est là où je félicite votre collègue d'ICESAC, qui a pris quand même une mesure pour interdire la campagne bien avant. C'est tout simplement parce que Denis Kadima a brisé, il a cassé, il a enterré un pilier important du processus électoral qui est l'éducation civique électorale. C'est-à-dire qu'il fallait en amont se retrouver avec les acteurs politiques. Effectivement, il devrait se retrouver. Ça s'est déroulé, on a vu des images. Et malheureusement, ou fort heureusement, Denis Kadima il s'est ressaisi suite à plusieurs dénonciations que mon organisation avait faites sur les cadres de concertation. Tous ces éléments devraient être dits dans les cadres de concertation, où il devait réunir les politiciens à tout moment, les partis politiques, pour leur dire il est interdit de faire la campagne avant la période prévue pour la campagne électorale qui est consacrée dans la loi électorale dans une durée de 30 jours. Voilà donc autant d'éléments. Il n'y a personne qui a dit voter pour moi. Non, les politiques ont le droit d'organiser les manifestations politiques. Non, malheureusement, dès lors... Malignement, on fait la campagne politique, mais ça n'engage en rien. Il faut la responsabilité du président de la CENI. On devrait différencier la campagne politique et la campagne électorale. Et pour différencier les deux éléments, il y a des indices. Dès que vous évoquez déjà la question sur les votes, sur l'élection pendant les meetings populaires, donc vous êtes déjà dans la campagne. Maintenant, sur la question de Mukwege, si les collègues le permettent... En quelques minutes. En quelques minutes, même en quelques secondes, je pense que dès que Mukwege a posé ou a postulé ou il a déposé sa candidature. Non, le candidat de l'étranger, je ne sais pas, je ne connais pas, mais je ne pense pas qu'il est le candidat de l'étranger parce qu'il ne sera pas voté par les étrangers, il sera voté par les Congolais. On a dit que les Congolais vont sanctionner ou vont désigner ou vont élire quelqu'un qui sera de leur choix le 20 décembre si jamais les élections auront lieu à cette date. Et donc, je pense qu'on a effectivement peur de Mukwege. Et ceux qui ont peur de Mukwege, parce que c'est un nouveau dans la sphère politique, c'est-à-dire... On a peur de Mukwege. Oui, je peux peser les mots. Puisque depuis que Mukwege a déposé sa candidature, les élections sont devenues une patate chaude pour ceux qui sont censés les organiser. Et quand je dis ceux qui sont censés les organiser, je mets les mots entre guillemets, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Donc c'est devenu une patate chaude. On ne sait plus s'il faut aller aux élections, on ne sait plus si on va négocier, on ne sait plus s'il faut retarder parce que personne n'est plus rassuré qu'il va gagner les élections, contrairement au sondage que mon frère venait de dire. Donc c'est un sondage biaisé. Et s'il faut parler maintenant en tant qu'expert électoral sur les sondages réels qu'il faut faire au regard des élections en Afrique sont d'abord sociologiques avant d'être ce qu'il faut faire, je pense que Denis Mukwege a plus de chances que tout autre candidat de gagner les élections. Ce qui veut dire que même le chef de l'État sortant, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'est plus sûr de gagner les élections. Donc il commence à y aller à pas... Il ne sait plus est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut reporter. Quels sont les éléments qui démontrent que mon je peux démontrer les éléments. Prenons à ce jour le nombre de candidats qui sont déjà connus. Nous avons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il sera habité sur autant d'éléments, notamment sur les bilans qu'on peut d'abord voir. Tous ces alliés avec qui il avait fait les deals ne sont plus avec lui aujourd'hui. Ceux qui ont permis à ce qu'il puisse être élu, je peux les citer. On sait ce qu'il a fait. Je veux que vous parlez des éléments de Mukwege.
Oui, les éléments de Mukwege, je peux les donner. D'abord, c'est un homme qui est nouveau en termes politiques, donc on n'a rien à lui reprocher en termes de gestion ou en termes de lui faire porter un chapeau de ceci ou cela, à part effectivement cet insiste qu'on est en train de dire qu'il est l'homme de l'étranger parce qu'il bénéficie de la confiance des grands de ce monde, notamment quand tous les grands de ce monde se déplacent en République démocratique du Congo. Ils vont chez Mukwege. Oui, après avoir présenté les civilités au président de la République, ils font toujours un crochet sur Mukwege. Ça veut dire qu'on a... Parce que c'est leur homme. Non, c'est-à-dire qu'on a trouvé à Mukwege un homme qui peut encore ressusciter l'espoir. Un homme... Voilà, merci. donc... Gardidian, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la question. Je crois qu'on va aller palier par palier. Commençons par les dimensions techniques sur le processus électoral. Monsieur Denis Chagalousa, moi je le connais très bien, c'est une intelligence que moi je respecte. Mais n'empêche que, à ce niveau ici, je crois que il y a beaucoup de digressions. Il a dit ici que dès lors qu'on vous enregistre sur base de l'iris ou de l'empreinte, on ne peut pas vous faire une carte deuxième fois. Je vous amène un élément technique. Non, on ne peut plus vous enregistrer une deuxième fois. Je vous emmène un élément technique. Ce que vous dites, c'est dès lors qu'on établit une base de données dans un système de réseautage où le chose se passe de manière instantanée et de manière directe, et pour ça, il faut un réseau. Exact. Le Congo a un taux de couverture Internet de 20%. Et l'enrôlement s'est fait de manière échelonnée pour des raisons pour élaguer le problème de contraintes. La CENI n'avait pas le moyen de le faire de manière simultanée sur l'ensemble du territoire. Non, s'il vous plaît. Je vous donne un élément. Soyez élégant. Il y a un élément qui lui échappe. La CENI avait dit qu'il y avait des valises satellitaires. Soyez élégant. Allez-y. Même quand vous parlez des valises satellitaires, ça veut dire que ça permet au centre, comment on appelle Centre de compilation? Par centre de compilation, l'expression m'échappe. Ça Centre permet d'enrôlement. le centre d'enrôlement d'être connecté avec, je dirais, la centrale ici. Exact. Mais le chose s'est fait progressivement, ça veut dire que c'est dossier après dossier. Là où je veux vous faire comprendre qu'à ces niveaux-là, il peut y avoir un problème. Ce que vous avez évoqué, c'est une question de technologie. Cette technologie-là, ce n'est pas celle que la CENI a utilisée. C'est-à-dire dans le sens où on utilise une technologie qui consolide automatiquement le fichier. Cette CENI-là, vous avez présenté des contraintes. Il a dit on ne pourra pas le faire, mais cette CENI-là a relevé les défis de le faire en temps. Vous m'avez compris. La CENI n'a pas utilisé cette technologie-là. Ce qui fait que la consolidation... Une technologie biaisée. Non, la technologie n'est pas biaisée. Vous pouvez parler biaisé parce que même en 2018, on n'a pas utilisé cette technologie. La consolidation chez nous, depuis toujours, s'est fait après avoir compilé. C'est alors qu'on se rend compte, on élague les doublons et on a un fichier fiable. C'est ça la notion de la consolidation. Toilettage du fichier. Exact, c'est à ce niveau-là qu'on parle de consolidation du fichier après toilettage. Vous ne pouvez pas imposer, vous ne pouvez pas faire les calculs, établir un jugement de valeur sur un outil qui n'a pas été utilisé par l'organe qui a organisé ces élections. Donc à ce niveau-là, croyez-moi, la consolidation est intervenue après. Parce que ce système dont vous faites allusion ici, moi je connais beaucoup de... La consolidation vient après le nettoyage du fichier. C'est ce que je dis. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que cette notion de consolidation ne pouvait intervenir. Et quand vous dites que le fichier n'est pas consolidé, vous êtes dans le faux. Vous évoquez quelques difficultés. Non, attends, les difficultés, on le connaît. Oui. La plupart des gens qui sont allés au niveau de bureaux pour avoir les duplicata sont revenus avec une autre revendication. C'est quoi? Parce que seuls les gens qui payaient suffisamment d'argent avaient accès et prenaient les cartes. Les autres faisaient 2-3 jours. Pas parce qu'il n'y avait pas de fichier. Bon, déjà ça aussi, oui, mais ça c'est un problème réel. Alors soyons factuels et soyons logiques envers nous-mêmes. Quand vous dites ça, moi je vous parle. Pas moi, parce que moi ma carte est encore intacte. Moi j'ai appris, j'ai écouté la sensibilisation, j'ai appris à utiliser. Je sais que surtout les gens qui ont utilisé la première série des cartes attribuées par la CENI, cette série-là, il y avait beaucoup trop de problèmes. Les écrits se sont effacés très rapidement. La CENI l'avait dit. Oui, la CENI l'avait dit. Cette CENI-là, je vous parle. Cette CENI-là, la difficulté, c'est que cette fois-ci, cette CENI-là, un peu au départ, écoute le critique et sait s'amender. C'est pourquoi moi j'apprécie le travail de Denis Kadima. Il sait que ce processus a commencé avec beaucoup de difficultés. Mais à chaque fois qu'on mettait dans sa boîte à suggestions le problème des Congolais, ça se corrigeait, c'est ce qui justifie les résultats de son travail. Donc en gros, quand vous dites qu'avec l'IRIS, non, au regard du contexte, il y a des gens malins qui pouvaient s'enregistrer 2 fois, mais c'est après toilettage qu'on s'est rendu compte. Maintenant, dans la fichier consolidation, c'est là où on intervient maintenant. À ces niveaux ici, puisque vous êtes enregistré soit sur base de l'iris, soit de l'empreinte, maintenant là, vous ne pouvez pas prétendre à une
modification quelconque ou autre. C'est une technologie que vous proposez. Je dis d'accord, normalement, ça devrait se faire comme ça. Très bien. Mais au regard Là, vous êtes d'accord Oui, avec je vous dis que ça devrait se faire comme ça, mais au Congo, ça ne s'est jamais fait comme ça. Allez. Et parce que cette CENI-là n'avait pas le moyen de sa politique. Je reviens sur un deuxième élément, permettez-moi. La candidature de Mokoye. Attends. Il a parlé de la pré-campagne de candidats. Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, vous êtes expert, vous savez mieux que moi. Au niveau du processus électoral, il y a deux types de contraintes. Il y a des contraintes d'ordre légo-technique et il y a des contraintes d'ordre politique. Il y a deux choses qui sont de l'essor de la responsabilité de la CENI, il y a deux choses qui ne sont pas de la responsabilité de la CENI. La loi sur la répartition de sièges n'est pas de la CENI. La gestion rapide des contentieux, c'est un problème de la justice. Et aussi, le problème de la culture politique. Quand vous parlez de la mobilisation des gens qui viennent accompagner un candidat, qui dépose la candidature, vous me faites poter les chapeaux à Denis Kadima, je suis perdu, surtout pour quelqu'un de si brillant comme vous. La politique aujourd'hui, où quelqu'un, même quand il va inaugurer des toilettes, il amène motard Wewa avec drapeau, et vous pensez qu'aujourd'hui, Denis Kadima pouvait empêcher cette culture politique? Je ne pense pas, ne mettez pas sur son dos ce qui est devenu une culture politique. Le Congolais d'aujourd'hui est devenu très exhibitionniste, surtout le politique. Les politiques aujourd'hui pensent que la façon de prouver son ancrage, c'est sa capacité à mobiliser à chaque fois qu'il se déplace. La preuve, même quand un politique va en voyage, même si c'est un voyage privé, quand il revient, on va l'accueillir à l'aéroport. Ça, c'est une culture, une mauvaise, oui, mais qui n'est pas de l'essor de Denis Kadima. Avançons maintenant. Les candidats la candidature de Denis Mukwege. Denis Mukwege a déjà par 2 fois fait des déclarations pour dire qu'il n'était pas intéressé par la politique. À quel moment la décision a changé? Quand il y a eu 2 tours, je citerai l'émissaire en premier François Hollande, l'ancien président français. Je citerai également l'engouement de quelques hauts responsables des Nations Unies. Malheureusement, moi je suis journaliste, je connais mes implications, je sais comment la loi peut me sanctionner, contrairement à vous. Vous êtes société civile. C'est après des conciliabules. C'est après un bon nombre de consultations. Et c'est parfois des digressions. Vous verrez, quelqu'un arrive, on va à l'Est pour aller voir des gens, mais nous savons tous, c'est la politique. Nous, nous sommes observateurs. C'est des gens qui ont réussi à le convaincre, à le faire changer d'avis. Pourquoi maintenant? Dans la notion du pourquoi. Pourquoi ces gens-là se sont retournés contre lui? Parce que nous savons tous qu'aussi, dans l'élection 2018, la candidature portée par la communauté internationale, c'était Martin Fayulu. Pourquoi ils sont allés là-bas? Parce que, un peu comme vous, ces gens-là se sont dit, au regard de la crise des politiques qui existent en RDC aujourd'hui, si on veut avoir plus de chances d'imposer un candidat, il faut passer par des candidats neutres. Pourquoi? Quand on est la République démocratique du Congo, peu importe ce que vous faites, la taille de réalisation se heurte à la grandeur du chantier que la RDC. Ils savent qu'il y a un goût d'inachevé. C'est ceci, le Congolais est devenu très exigeant vis-à-vis des politiques. Et s'il faut actionner un levier, apporter quelqu'un qui serait lavé de tout soupçon, de tout reproche lors de politique. Ils sont dans la culture de l'outsider. C'est pourquoi ils amènent Denis Mukwege, d'ailleurs tardivement. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué sur 2 éléments. Ils disent, de par la notoriété, son statut de prix Nobel de la paix, et de par le rôle qu'il a joué dans la situation de l'Est, c'est quelqu'un sur qui on peut facilement créer autour de lui de l'émulation et lui accorder un suffrage favorable de la population. Mais là, je vous dis que c'est bien de réfléchir comme ça, mais par mon expérience de communicateur stratégique, quelqu'un qui a mené des campagnes et dirigé, c'est-à-dire dans l'approche sociologique de la réflexion, seuls éléments ne pourront pas aider Mukwege. Pourquoi? Parce que le Congolais, comme vous venez de le dire, dans l'esprit du vote, c'est quelqu'un qui est clanique. Le Congolais est sociologique de base. Le Congolais fait difficilement confiance aux gens. Il met du temps avant de comprendre. Vouloir lui imposer un candidat sous prétexte qu'il est prix Nobel de la paix, sous prétexte qu'il a quand même fait quelque chose de très bien, réparer des femmes, il a quand même un impact positif, ça on ne va pas le nier. Ça ne suffit pas pour faire de lui un candidat présidentiable. La preuve, allez sur les réseaux sociaux, regardez le commentaire, moi j'ai regardé. Ça va très loin, les gens disent, bon, écoutez, il y avait quelqu'un qui s'est permis de dire une bêtise, j'étais obligé de le recadrer. Il dit, la gestion de la RDC n'est pas les histoires de femmes. Ce n'est pas les bistouris, c'est que la ville. Donc en gros, c'est pour vous dire que, et aussi avec l'expérience des cycles
électoraux, ajoute à cela cette crise des politiques, l'exigence de Congolais vis-à-vis d'un candidat pour la présidence de la République a suffisamment été élevée pour se laisser prendre facilement. Donc, les Congolais sont il aurait Denis Mukwege, je vous dis, oui, Denis Mukwege aurait eu beaucoup plus de chance. Il serait, je vous dis bien, ces candidats de la rupture, parce qu'ils savent que le Congolais cherche constamment cette rupture-là. Si c'était une décision réfléchie, ils avaient pris le temps de recréer une dynamique interne, il aurait eu plus de chance. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de sondage, c'est vrai que les politiques, je chute par là. Les politiques ont fait des sondages des instruments de communication. Ça, c'est une certitude. Mais, quand vous parlez du sondage Grand Œil, je peux vous faire un témoignage. Les contextes généraux de ces sondages sont les éléments de crédibilité d'un sondage. Ce n'est pas un sondage fait sur base de 1000 personnes. On vous prend un échantillonnage, on est une population de près de, disons, 120 millions. On dit, la moyenne, c'est arriver au moins à 1% de l'ensemble de la population, sur 15 000 disséminés à travers la République. C'est déjà des gens qui ont une bonne volonté. Et au-delà de ça, dans le factuel, je vous ai dit ici que quand vous prenez les backgrounds politiques, vous étalez tous les candidats qui sont alignés, qu'on le veuille ou non. On n'aura pas tous les temps Félix pour nous. Tshisekedi a plus de part. Je dois aussi accorder la parole à Joseph Isako. Parce que je vous ai dit ici, les gens qui pouvaient le mettre en mal, comme Martin Fayulu m'a dit, comme Denis Mukwege, ont en interne. Donc, pour vous, le chemin est balisé pour la victoire de Félix. J'ai un élément. Tu sais, l'élément que j'ai dit toujours. Oui. Dans le jargon politique, le mot jamais n'existe pas. Très bien. En politique, il ne faut jamais utiliser jamais. Parce que, moi j'ai vu aussi, c'est comme je vous dis, moi j'ai vu des gens partir dans le sondage, je vous donnerai l'exemple d'Hillary Clinton, partir dans le sondage favorite, et la mauvaise gestion de la campagne vers la fin, le chose bascule. C'est la politique. Mais pour l'instant... Il est très content, mon cher ami. Oui, mais je vous dis, mais pour l'instant... Il donne des éléments probables. Mais pour l'instant, Félix Tshisekedi garde encore son avantage, et c'est vrai. Joseph Kamanga. J'apprécie sa rationalité, son objectivité. Il donne des éléments probables. Oui, Crispin Chibasso, je pars d'un pied pour dire que le dépôt des candidatures, c'est un fait. Denis Mukwege. Moi, je me demande pourquoi, lorsqu'on a une certaine notoriété, on se laisse faire pour déverser tout de suite dans la politique. Si vous voyez tout ce qui se parle aujourd'hui, qui s'est dit aujourd'hui autour de Mukwege, bon sang, vous croirez que le Congolais n'est pas ingrat, mais la maturité. C'est qu'il a compris que là où il était utile, il a laissé sa place. Il devait rester à l'hôpital, en train de prix Nobel, de réparer les femmes. On compte sur lui là-bas. On comptait sur lui, dans ce coin-là, des réparateurs, d'un prix Nobel. Et voilà, tout de suite il s'est déversé. Donc, même son prix des prix Nobel, c'est un peu... réduit même dans la société. Il risque même de laisser ses plumes. Exactement. C'est perdre sa notoriété. Je crois que pour cette fois-ci, la fameuse communauté internationale, on dit que Mukwege, c'est le candidat des Occidentaux. Ils ont mal réfléchi. Ils n'ont peut-être pas bien compris les Congolais, les contextes. Exactement. Mukwege, qui hier était applaudi, aujourd'hui il allait dans les réseaux sociaux. Non mais, excusez, il a perdu, hein, il a perdu de la notoriété, il a perdu de la valeur qu'il avait dans la société congolaise. Je crois dire que jamais ça a été une pièce de rechange des Occidentaux, le calcul a été aussi mal fait. Peut-être en retard. Mais c'est un Congolais qui a tous les droits. Il peut postuler, c'est un Congolais. On ne peut pas lui refuser cela quand même. Non, on ne lui refuse pas, la preuve, il est candidat. Personne n'a refusé à Mukwege. On analyse sa candidature. À la présidentielle. Mais c'est cette traversée du prix Nobel à la politique où il a d'abord hésité, se disant qu'il n'était pas intéressé. On a dit bravo, tout le monde avait applaudi les prix Nobel hein, dans ce coin des réparateurs. Voilà quelqu'un qui a aidé les femmes traumatisées dans la partie Est. Et voilà on apporte avec assez de doses la notoriété qu'on a, l'émulation qu'on a dans la société, c'est-à-dire la flatterie de la fameuse communauté internationale. On les brandit je ne sais quoi, une fois président, voilà, et puis l'homme est tenté par ça. Tout de suite, sa valeur de prix Nobel est réduite. Ici, je dis, pas par fausse modestie, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a géré. C'est quelqu'un qui gère. Il a devant lui un bilan qui pourrait être accepté par qui veut l'entendre. C'est-à-dire déjà de par cette hypothèse, il est parti favori. Il est parti favori face à un Martin Fayulu qui n'a pas su contenir son succès, son charisme d'un deuxième à la présidence de 2018. Il est passé partout dansant,
Il est passé partout criant. Il est partout. Vous ne sentez pas un homme qui fait des déclarations du matin au soir. Il manquait du charisme. Il n'a pas su contenir ce qu'il était. Est-ce que c'est son entourage ou non, c'est lui-même qui n'a pas su se faire? C'est candidat qui peut venir en 2023. Joseph Kamanga, est-ce que ça ne manque pas, Genval ne manque pas aux politiques congolais qui, après Genval, on avait senti que c'était quand même, la politique avait bougé dans l'optique de choisir un candidat unique pour présenter face à un challenger de taille comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que la classe politique ne s'est pas trop divisée pour ne pas être trop pesé devant le candidat Félix Tshisekedi? Et c'est là où je dis que parmi les paramètres qui font que Félix Tshisekedi soit favori, c'est là. Il est seul, avec plus ou moins 400 partis politiques de l'Union sacrée derrière lui, face à une opposition diversifiée. Vous avez Mouzitou, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Marie Fokou, vous avez Katumbi, vous avez le tout-puissant prix Nobel. Le tout-puissant prix Nobel. Apparemment, c'est trois déjà dans ça. Où il y a à le voir et à entendre ses déclarations, l'homme serait rassuré quelque part d'être président. Peut-être qu'il connaît mal les Congolais. Les Congolais peuvent applaudir le matin. Ou peut-être il y a une théorie de complot quelque part. Et, par exemple. Donc ici... Non, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est déjà... Il se voit déjà élu... il est trop confiant. Je l'ai suivi parler. Je l'ai entendu au sortir de la CENI. L'homme est rassuré de la rupture qu'il veut amener. Et je crois que... Il a peut-être confondu. Je ne veux pas dire ça fait peur quelque part. Ça fait peur. À force de réparer, quoi que nous tous nous sommes réparables. J'ai comme l'impression. Merci beaucoup, Issako. Vous avez la parole. Bien au-delà de moi. Issako, vous avez la parole. Ben, ok. Je suivais tout à l'heure Dieudonné sur ce plateau. Il disait que Félix Tshisekedi avait pris 6 bonnes minutes pour justifier l'investiture. Le choix de Kadima comme président de la CENI. Je vais encore dire pas arrivé, c'est qu'il a dit. Je vais encore dire là que ce sont des contre-vérités, parce que tu sais qu'il ne l'a jamais fait. Non. S'il vous plaît. Bon, on ne va pas emmener la télévision pour regarder. Je n'avais pipé mon. Je les protège. Vous avez la parole. Tu sais qu'il n'était pas justifié. Il ne s'était pas justifié. Il avait fait quoi? Mais tu sais qu'il avait juste fait comprendre aux Congolais les circonstances qui ont poussé les confessions religieuses à porter leur choix sur Denis Kadima. C'est ce qu'on a eu tous à faire. C'est ce qu'on a eu tous à faire. Il ne s'était pas justifié. D'autant plus que ce n'était pas lui qui avait désigné Denis Kadima. C'était les confessions religieuses qui avaient désigné Denis Kadima. Et bien lui, parce qu'il devait prendre une ordonnance, c'est pas vrai. Il avait expliqué. Donc il ne s'était pas justifié. C'est justifié. C'est un peu fort, ces verbes-là. Donc, c'était pas justifié. Denis Kadima a tué les cadres de concertation qu'on sort. J'ai noté qu'il s'est dédié parce qu'il est un peu plus laid dans son argumentaire. Il a dit, il y a eu des remarques, des reproches, tout ça, et puis il est revenu. Il s'est rattrapé, il a commencé à organiser les cadres de concertation. Non, il y en avait depuis les départs. C'est parce que vous n'avez pas voulu participer au processus électoral. C'est pourquoi, à un moment donné, du processus, vous n'avez pas non plus voulu participer à ces cadres de... Il n'est pas politique. Non, il est de la société civile. Ouais. Non, quand vous dites vous n'avez pas, on risque de confondre avec le FCC. Non, même pas dans la société civile participe aux élections. Même la société civile participe. Allez-y. C'est parce qu'il n'a pas voulu participer. C'est pourquoi il ne voulait pas aussi aller au cadre de concertation. Il était malade. C'est lorsqu'il a accepté de participer au processus électoral qu'il a accepté d'aller au cadre de concertation et qu'ils ne disent pas que Denis Kadima s'est rattrapé parce qu'il y a eu des reproches, il y a eu des remarques. Non, c'est pas c'est pas les cas. Après la rencontre avec Denis Kadima. Voilà. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ils ont compris après. Qu'Adolphe Mouzitou, même Martin Fayulu. Voilà. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont compris l'homme, sa façon de réfléchir, sa façon de conduire les choses. Ils se sont rebiffés, ils ont mordu à l'hameçon, ils ont continué avec le processus électoral. Et donc, ce qui se passe sur les boulevards... La campagne électorale... Ce qui se passe sur les boulevards, Denis Kadima avec son équipe n'apprécie pas.
il y a eu un communiqué qui a été publié et signé par avant même le Patricia. CESAC. Par Patricia. Oui, avant même ils ont le communiqué avant le CESAC. Par Patricia CIA pour interdire la pré-campagne aux candidats. Mais ce n'est pas écouté. Ça, c'est pas une campagne. De s'amener avec leurs militants lorsqu'ils viennent postuler. Mais tout le monde est venu avec des militants. Oui, c'est ça. Fayoulou, donc j'aimerais faire comprendre à Dieudonné que la CENI... Même Rex Kazadi est venu avec des militants. Avec des militants. Oui, même Marie-Josée Foucault, même Noël Tsani est venu avec des militants. Cette fois, il a déposé quand même. Donc la CENI n'apprécie pas ça. C'est comme Gardi l'a dit, qu'on ne dise pas quasiment de stopper ce qui est devenu pratiquement aujourd'hui comme une habitude. Mais lui ne fait que son travail de rappeler aux candidats, de rappeler aux politiciens que, attention, ce n'est pas permis, ne faites pas ça. Et il continue à le faire chaque jour qui passe. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec Gardi quand il dit que Mukwege... je ne sais pas si c'est Gardi ou bien Joseph Mukwege est candidat de la rupture. Non, on a dit les gens qui l'ont imposé sont venus dans l'esprit de la rupture. Voilà. Parce que lui-même a dit au sortir de la CENI que c'est les candidats de la rupture. C'est le calcul fait par ceux qui l'ont imposé. N'est pas un candidat de la rupture. La rupture dans ces pays, eh bien, nous avons déjà connu la rupture dans ces pays avec les passés. Tu sais qu'il nous a aidé à rompre avec les systèmes dictatoriaux, les systèmes passés de Joseph Kabila, les systèmes dans lesquels on pouvait détourner, se sentir à l'aise, les systèmes dans lesquels on pouvait violer les lois et principes du pays et se sentir à l'aise. Je pensais que le système où on imposait les candidats par l'Occident. Ben, je ne suis pas dans ça. Quand on dit rupture, si, tu sais qu'il y a en cette matière-là, tu sais qu'il y a une rupture. Voilà. Il n'a pas été imposé par la communauté internationale. Mukwege n'est pas un candidat de la rupture, comme on peut le croire. On a déjà consommé la rupture. Et nous sommes en train de consommer cette rupture-là. Et donc, s'il veut venir avec sa nouvelle manière de faire, dans d'autres aspects, ben oui, on va l'attendre quand il sera au pouvoir, si jamais Dieu décide qu'il soit le président de la RDC, parce que finish, c'est le peuple qui va... c'est au peuple de juger. Voilà, au peuple de décider et de juger. Et donc, chacun a postulé, pour parler de tous les candidats, chacun a postulé parce qu'il a... la candidature de Moïse a été reçue. Oui. Il a apporté les originaux. Il avait apporté les originaux. Ça a provoqué... les originaux réclamés par est-ce que c'est légal qu'on exige les originaux? Oui, mais c'est ce qui est fait toutes ces années. Pour éviter la falsification de dossiers. C'est ce qui est fait. Pour éviter la falsification. C'est vrai, M. Mouchagaloucha? Oui, c'est ce qui est fait. Je crois qu'il ne va pas nous contredire. C'est vrai, il faut vous donner les originaux? Oui, il y a des éléments, comment il faut dire, des pièces pour lesquelles on exige des originaux et des pièces pour lesquelles il faut les certifier. Ok, parce que quelque part, l'opinion publique avait crié au scandale. Non, c'était un ballon d'essai, c'était un coup de com' de la part des délégués de Moïse Katumbi. Il voulait faire voir à l'opinion... C'est victimisé. Il voulait se victimiser, un coup de com', faire voir à l'opinion que voilà, ils sont en train de trembler parce que Moïse veut postuler. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas réussi. C'est coup de communication. Mais Mukwege, parlons un peu de Mukwege. C'est ce candidat qui est venu à la veille même des élections. Gardi l'a souligné en passant. Est-ce que les Congolais peuvent adopter ces candidats qui se présentent comme ça à la veille? Ces candidats qui n'est même pas connu. RCN, quelque chose comme ça, un regroupement politique. On ne maîtrise même pas son parti, on ne maîtrise même pas son regroupement. Est-ce que les Congolais vont adopter ces messieurs qui quittent de la réparation des femmes à la politique. Vers la politique ou à la politique à 2 mois seulement des élections? Est-ce qu'ils vont l'adopter? Est-ce qu'ils vont adopter ces messieurs qui n'est pas encore habitués avec la manière de faire des politiciens congolais? Je trouve qu'il n'est pas venu au bon moment. Il n'est pas venu au bon moment. Attention, on a connu le cas avec Oscar Kachala. Il est arrivé, il a fait quand même. Mais c'est quoi? Il était quantième. Il avait quoi les sorts? Est-ce qu'il faut aujourd'hui? Est-ce qu'il a bougé les lignes? Bouger les lignes, ça veut dire quoi? Il a mis beaucoup d'argent. Est-ce qu'il faut minimiser sa candidature? Je ne minimise pas Mukwege, d'autant plus que c'est un candidat des Occidentaux.
les co-débatteurs l'ont démontré sur ces plateaux, je ne les minimise pas. Mais au moins, Dieudonné a dit sur ces plateaux que ce ne sont pas les Occidentaux qui vont voter. Ça veut dire que les Congolais ne sont pas dupes à ce stade. On ne les minimise pas. Mais au moins, une chose est sûre, c'est que Mukwege ne sera pas élu. Je ne suis pas Dieu. Alors, bon, mais je sais qu'il ne sera pas élu. Il ne sera pas élu pourquoi? Il y a quelqu'un qui me disait, comment est-ce qu'on peut financer Mukwege pour réparer les femmes pendant que les mêmes Occidentaux mettaient sous embargo l'État congolais pour ne pas acheter des armes. Quelque part, ce n'est pas... Il n'y a pas théorie de complot avec Mukwege. Bon, disons... non, il termine d'abord. Okay. Allez-y. Ben, j'ai tenté de dire que Mukwege, c'est, comme les autres l'ont dit, un candidat de l'Occident, mais qui ne fait pas peur. Qui fait pas peur. Mukwege, Katumbi, je pense qu'ils ne font pas tous peur. Et si c'est pas ensemble pour choisir on a toujours dit que Kinshasa, c'est le fief de l'opposition. On a vu lorsque Mukwege... une simple démonstration, lorsque Mukwege est allé postuler, lorsque les délégués de Katumbi sont allés postuler. Mais on l'a vu quand Tshisekedi est allé postuler, on a vu que Tshisekedi a prouvé le contraire. Il a prouvé que Kinshasa n'est pas le fief de l'opposition. Kinshasa est devenu le fief de la majorité. Même si on n'a pas respecté la lettre, le communiqué de la CENI. Oui, le communiqué de la CENI n'a pas été respecté, ça il faut le dénoncer. Mais Tshisekedi nous a prouvé que Kinshasa n'est plus le fief de l'opposition, c'est le fief de la majorité. Donc Kinshasa répond désormais à Félix Tshisekedi. Donc Mukwege n'est pas un candidat qui fait peur non plus, Moïse Katumbi, parce que le peuple congolais, comme je l'ai dit pour ne pas revenir au sondage, c'est déjà exprimé. C'est déjà exprimé. Très bien, on va bientôt citer. Nous n'attendons que le 20 décembre pour concrétiser, cette expression. Nous sommes au mois d'octobre. Nous sommes au mois d'octobre. Bientôt, c'est le mois de novembre. Voilà. Eh bien, décembre va arriver à grands pas. Voilà. Eh bien, il y a une information qui a aussi brûlé la toile. C'est cette information des Wazalendo. Les Wazalendo qui se sont comportés sur terrain en récupérant des territoires. Mouchagaloucha, vous êtes il est mieux placé pour commencer ce sujet-là. Dites-nous, Wazalendo veut dire quoi? C'est en quelle langue? Bon, je crois qu'il y a deux Wazalendo. Il y a les Wazalendo qui sont des patriotes, des résistants à l'époque comme les Mai Mai, c'est-à-dire des patriotes, des enfants du terroir qui veulent protéger leur terre, qui ne veulent pas subir l'agression, qui ne veulent pas voir une partie de leur territoire être... Donc bon, ça c'est connu. Il y a ces jeunes patriotes-là qui continuent à se battre pour récupérer les territoires qu'on n'arrive pas à récupérer au niveau national ou que le gouvernement central n'arrive pas à récupérer. Mais on voit quand même qu'il y a des patriotes qui ont accepté d'appuyer ou d'aider le gouvernement. On les appelle les Wazalendo. On les appelle les Wazalendo. Ça veut dire quoi, Wazalendo? Le patriote, je crois. C'est un terme swahili qui veut dire patriote, tout simplement. Patriote, oui. Ça veut dire patriote. C'est un terme en swahili qui tire son origine de la Tanzanie. Ça veut dire tout simplement les patriotes. C'est-à-dire les Wazalendo sont des gens qui sont fiers de leur pays, les gens qui sont stables, les gens qui veulent défendre la patrie. Donc il y a ces Wazalendo-là qui ont récupéré. Par contre, il y a aussi les Wazalendo qui ont été massacrés. Et vous aviez suivi les procès qui s'est passé à Goma le 30 août de cette année. Oui, 2 militaires ont été... Oui, il y a 2 militaires qui ont été condamnés, un colonel. Oui. Mais nous, au niveau des organisations des droits de l'homme, nous avons demandé plus que ça. Parce que nous avons constaté que tout en faisant confiance à notre justice, les gros poissons n'ont pas été considérés, n'ont pas été pris en considération dans les procès ou dans les verdicts qui a été annoncé. Raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de pouvoir nous adresser à la Cour pénale internationale pour qu'elle puisse initier des enquêtes au sens vrai, pour que finalement on sache qui ont été impliqués, non seulement dans les commandements, dans les opérations, dans l'exécution de ces massacres qui ont eu lieu à Goma, parce qu'on ne peut pas laisser quand même l'impunité continuer jusqu'à continuer à tuer des compatriotes, surtout que c'était des paisibles chrétiens, des paisibles fidèles qui étaient dans une église avec les journalistes en train de prier. On nous informe déjà, il y a déjà le temps, c'est le temps, on va bientôt conclure. Alors, vous avez reçu cette information avec beaucoup de joie. Les Wazalendo qui récupèrent des terrains, Kichanga, on a vu, ils étaient rond-point
Rond-point quoi, là? Rond-point Trois antennes. Trois antennes. Non, 3 antennes, c'est Niragongo. J'ai eu l'info. La question, Ouais. c'est les territoires récupérés étaient sous occupation de quel mouvement? Récupérer, c'est bien. De qui on a pris ces territoires-là? M23. Le M23. Ok. Je reste convaincu que dans le principe, l'État ne peut pas sous-traiter sa capacité, son autorité et le monopole de la violence qu'il a dans les questions des territoires pour les laisser à des simples civils. Pourquoi? J'aime cet énoncé, parce que eux, en tant que mouvement, sont dans la dimension du terroir. Or, l'État est dans la dimension de la territoriale, ce qui incombe l'ensemble de la République. C'est même un manque de respect pour les règles, les us et coutumes et les textes. Mais n'en déplaise, je crois que l'État avait déjà trouvé une solution. Maintenant, quand on rentre dans la notion du Ouazalendo, M. Dieudonné n'a évoqué que le seul côté, des Ouazalendo paisibles. Mais il a dit, il y en a deux. Rentrons maintenant dans la logique, parce que les gens parlent beaucoup du massacre des militaires. Quand on parle de la justice, on est contre ce qui s'est passé, parce qu'en tant que militaires, ils doivent garder leur sang-froid et protéger les civils. Mais s'il doit y avoir justice, la justice doit être des part et d'autre. Ces gens doivent aussi répondre pour avoir tué un policier. Ils ont pendu un policier pour des gens qui viennent faire une marche pacifique. Quelqu'un qui vient pour des raisons sécuritaires, qui n'a pas tiré sur vous. Ils ont pendu un policier. Et selon de sources, ce serait à la suite de cela que ces frères d'armes ont défini le contexte comme étant un contexte dangereux et se sont permis d'ouvrir le feu. Même s'ils n'en ont pas le droit. En tant que militaire, vous ne pouvez pas tirer sur des civils, ça, on ne le dira jamais assez. Ça, il ne faut pas. Mais à ce niveau ici, je crois que la justice doit être des part et d'autre pour faire respecter aussi la mémoire de ces Ouazalendo qui récupèrent les territoires. Les Ouazalendo qui récupèrent les territoires, je crois, je viens déjà d'en parler, ça c'est seul l'État a le monopole de la violence, c'est de la responsabilité de l'État. Quand les civils le font, nous on ne devrait pas se réjouir, surtout intellectuels que nous sommes. Le porte-parole du gouvernement qui répondait à cette question a dit qu'il ne faut pas qualifier des forces négatives à des compatriotes qui se battent pour... Oui, mais on est d'accord. On est d'accord. Moi, je suis de ceux qui estiment que... Moi, je qualifie cela de... Un peu comme Sun Tzu a dit dans l'art de la guerre, l'énergie du désespoir. Et quand on vit depuis toujours des situations telles que la situation de l'Est, à un certain moment... À la guerre, nous avons vu les Français résister contre les Allemands. C'est normal qu'un... Non, mais on dit la même chose. J'ai dit, quand on a vécu, c'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Quand on a longtemps vécu, on a vu ses frères, ses sœurs, ses parents mourir constamment, c'est ça l'énergie du désespoir. On puise dans le fond de nous pour pouvoir aller faire même des choses dont les vrais, naturellement, on ne pouvait pas faire. Il faut encourager les Ouazalendo. J'ai déjà dit, naturellement, c'est la responsabilité. On ne veut pas les encourager. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. Mais l'État ne devrait pas s'enorgueillir parce que, d'une part et d'autre, on relève les faiblesses de l'État. Normalement, à ce niveau-là, la première des choses à faire, c'est reprendre le contrôle de cet espace-là, assurer la sécurité en interne pour éviter la résurgence de forces négatives, mais après, il faut appeler les frères, vous dites, vous avez fait du bon travail maintenant, à la limite, si on estime que parmi eux, il y a des gens qui ont des aptitudes des guerres qui peuvent aider l'État, intégrer dans l'armée pour leur permettre de pouvoir continuer le travail au lieu de les laisser faire les choses. Vous avez 2 minutes pour... Exactement, je ne serai pas long parce que Gardi a dit tout ce que je voulais dire, c'est que l'État ne devrait pas se cacher derrière les Ouazalendo qui sont en train de faire un travail de titan, qu'on applaudit comme des patriotes, comme leur nom l'indique. Mais l'État devra jouer sa mission première, la protection de l'intégrité territoriale, à travers l'armée régulière, les FARDC. Donc, ils récupèrent et il faudra qu'ils soient accompagnés par la police et l'armée pour sécuriser les territoires qu'ils sont en train de conquérir. Et s'il y a des gens qui ont des aptitudes, comme l'a dit Gardi, d'intégrer les forces armées, ils retrouvent les forces armées, mais on ne doit pas trouver ça comme normal. C'est une exception qui sort du principe qui la défense de l'intégrité territoriale Non, on ne doit pas trouver ça. On ne doit pas trouver ça normal. Ce sont des exceptions. Seul l'État a le monopole de la violence. L'armée doit se battre pour assurer l'intégrité du territoire national. Mais est-ce qu'ils sont encouragés du fait qu'ils ont fait reculer l'ennemi quand même? Bravo, bravo. J'ai vu même les populations locales applaudir les rentrées. Gardien même pas d'accord pour les applaudir. Moi j'ai déjà dit ce que j'avais envie de dire et ils ont compris. C'est la volonté de la démocratie. Ils ont compris. S'exprime ainsi. Mais j'ai vu même les populations locales des localités libérées applaudir l'entrée des Ouazalendo. C'est bien.
parce que ces populations ont trouvé quand même un ouf de soulagement. Très bien. Mais que l'État ne dort pas sur ses lauriers, il doit revenir à ses missions. L'État doit récupérer les populations, leurs biens, mais surtout les la activités situation. territoriales. Amen. Allez, Isako. Je pense que c'est vous, hein, ce n'est pas votre jumeau. Wazalendo, Wazalendo, moi je voudrais d'abord féliciter ce mouvement des jeunes, qui se bat, qui comprend qu'au sein de notre armée, il y a beaucoup d'infiltrations qui n'aident pas à ce que les choses puissent bien avancer comme nous l'attendons tous. Nos Congolais qui prennent les responsabilités. Les risques. Et qui prennent aussi les risques. Il faut les dire, qui ont aussi répondu à l'appel du chef de l'État. Vous vous souvenez, il avait appelé les jeunes à constituer les mouvements d'autodéfense pour pouvoir défendre contre l'ennemi. Vous êtes auteur de tout ça. Bien sûr, défendre la patrie et lutter contre l'ennemi. Mais là, je ne suis pas d'accord que c'est là où Gardi dit que lorsqu'il libère les territoires, ils occupent les territoires qui étaient jadis occupés par le M23, que l'armée, la police viennent récupérer ces zones-là pour pouvoir les sécuriser. Non. Eh bien, lorsqu'ils libèrent les territoires occupés, c'est l'EAC qui viendra occuper ces territoires-là. Parce qu'on considère que ça deviendra comme, en quelque sorte, comme des zones tampons. Il faudra que l'EAC puisse remettre officiellement ces zones-là entre les mains des autorités. Pourquoi? Parce que les Wazalendo sont des Congolais. Pourquoi doit-on passer encore par l'EAC? Des efforts fournis par des compatriotes, on va laisser à l'EAC. Pourquoi? L'EAC n'a rien foutu. Laissons-nous récupérer ce qu'on a récupéré par nos propres efforts. Que l'EAC aille récupérer des places. Ce sont ces accords. Des mauvais accords. Ces principes-là qui ont été édictés. Les zones occupées par les M23, une fois récupérées par les forces de l'EAC, l'EAC va rester là pendant un temps jusqu'à ce que ces forces-là de l'EAC vont donner les territoires. Mais il y a risque que les Wazalendo puissent entrer en fraction. Il y a risque que les Wazalendo puissent entrer en fraction avec les forces de l'EAC. Il y a risque sur ce point-là. Parce qu'ils n'en veulent même pas. Est-ce qu'ils vont accepter? Ils n'en veulent même pas. Ça se passe de cette manière-là. Avoir le moral de ces mouvements-là, de ces jeunes, je pense que non, ils ne vont pas accepter que ça se passe comme ça. Mais je crois qu'ils vont, ils pourront l'accepter, même si c'est une pilule difficile à avaler. Ils pourront l'accepter parce que c'est pour le bien de la cause. Ça sera compliqué. Je parie que ça sera compliqué. On a donc terminé. Vous avez chacun 30 secondes pour le mot de la fin. 30 secondes, je vais me limiter en disant 3 éléments. Le premier, d'abord, c'est de remercier les co-débatteurs. Et j'ai découvert des intelligences éclairées ici. Même si mon frère Isako, il est très intelligent, mais je constate qu'il peut induire ceux qui peuvent l'écouter en erreur. C'est-à-dire que vous n'avez pas le courage de pouvoir dire quand le président de la République est mal conseillé ou fait des choses mal, de pouvoir montrer qu'on devrait éviter ce schéma-là. Même chose pour Denis Kadima, raison pour laquelle moi j'ai l'avantage de suivre tous les processus. Denis Kadima avait tous les avantages possibles, malheureusement, il a fait la pantalonnade du processus. Ça veut dire que pour moi, il faut un chemin critique au niveau de la CENI. Si on fait un chemin critique, on peut savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et mon frère Grady a oublié de parler des contraintes financières. Parce qu'aujourd'hui, Denis Kadima lui-même a reconnu qu'on commence à prendre des prêts ou des emprunts dans des banques. Avec quel taux qui lui a autorisé de faire ça. Voilà autant d'éléments qu'on ne peut pas quand même. Et enfin, je voulais quand même que le président de la République puisse décrisper la situation avant d'aller aux élections. Et quand je parle de décrisper la situation, je suis sûr que ceux qui peuvent faire arriver le message, ils comprennent facilement ce que je viens de dire. Et enfin, la candidature de Dr Mukwege fait peur. Vous êtes partisan de Mukwege? Il est de l'Est. Non, ça n'a rien à faire avec ça. Après, vu qu'on a discuté sur ça. Je crois qu'en 30 secondes, ce que je peux dire, c'est que le politique ne doit pas nous prendre pour des dupes. C'est-à-dire la politique où les gens sont habitués à des dialogues avant le processus électoral, qui ait des problèmes, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais je crois que la meilleure des choses à faire, il y a différents cadres où on peut discuter des problèmes d'ordre technique. Les politiques ont compris beaucoup de choses après avoir accepté d'aller non seulement dans les journées porte à porte, mais d'accepter de rencontrer le président de la CENI. Ils ont
trouvé des compromis, ils ont parlé. Quand eux parlaient de vouloir réviser le fichier, on en reviendra, cette question a déjà été élaguée depuis. Il leur a dit, si vous estimez que ce qui était fait mal, on va publier la liste de chaque électeur. Comme ça, ça vous permettra de voir si vous estimez que le travail a été bâclé. Très bien. On leur donnera. Je chute par un élément essentiel. Allez-y. Je crois qu'ici, il faudra à un certain moment qu'on mette fin aux caprices d'ordre politique. Il faut qu'on y mette fin. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on doit établir une sorte d'échelle, que quelqu'un pourra me dire que Denis Kadima fait mal que Corneille Nangaa ou encore le prédécesseur. C'est le seul qui, en si peu de temps, a eu une dimension managériale, a su corriger les erreurs que nous, on disait dès le départ. C'est la seule chose. Mais je reconnais aussi que le processus, c'est fait pour des politiques. Le processus électoral est un mécanisme politique. Or, à ces niveaux-là, si on a la possibilité d'en ramasser beaucoup plus, il faudra le faire. Merci. Mais pas pour de formations politiques qui décident de se mettre en retrait pour des raisons stratégiques. Moi, je savais, le FCC, c'est une stratégie, mais j'espère. Bon, maintenant, même s'ils reviennent, ça sera tard parce que pour moi, je pensais que le fait que le FCC a quitté le pouvoir, les gens disaient qu'ils n'avaient plus des bases dans la société. La seule façon de prouver et d'organiser la survie de cette formation, c'était de prouver à la face du monde qu'on peut être dans le processus, on peut ne pas gagner la présidence, mais continuer à agir dans les autres institutions, le Parlement par exemple, le Sénat. C'est ça des bonnes guerres à mon sens. Et je pense que pour une formation qui est née dans le pouvoir, c'était un test grandeur nature. Malheureusement qu'ils ont raté l'occasion de répondre. Alors, Christophe Chibassou, moi je serais très court pour dire aux politiques que nous devons nous habituer avec cet élan démocratique. Après 3 cycles électoraux, nous devons évoluer. Je conseillerais aux politiques que le grand rendez-vous que le peuple congolais attendrait, ce serait ce rendez-vous du 20 décembre. Nous pouvons perfectionner les processus en évoluant. On ne peut pas dire que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est ce qui avait commencé en 2006 avec le déclenchement du processus électoral. Donc, il y a eu évolution. Aujourd'hui, nous sommes avec Denis Kadima. Évoluons, arrivons, respectons les textes, ça veut dire le délai constitutionnel. Et après 5 ans, nous pourrons parfaire le processus électoral que de nous camponner sur le dialogue. Pas des dialogues pour partager. Ce sont des intérêts politiques. Merci beaucoup, Isako. Ben, je n'ai pas dit sur ce plateau que tout ce qui est fait par Denis Kadima et son équipe est parfait. Je ne l'ai pas dit. Voilà, je crois que c'est ça. Je n'ai pas dit que tout est parfait parce que déjà, au départ, ce sont des humains qui agissent et qui font ce qu'ils sont en train de faire. Même si on donnait à Mouchagaloucha la CENI, c'est pas parfait. Ça voudra dire que rien qu'un humain fait ne peut être parfait. Et donc, le processus tel qu'il est à ce stade, c'est un processus qui est déjà inclusif. La preuve, c'est que même Mukwege, qui hésitait de participer, parce que visiblement, vous faites la campagne de Mukwege, même Mukwege qui hésitait de participer, qui a à plus de 2 reprises refusé de participer au processus électoral, qui a dit qu'il n'avait pas les intentions de devenir président, a rejoint les trains. Pourquoi? Parce que ils ont compris qu'ils pouvaient faire confiance à Denis Kadima. Simplement parce qu'il est en train de bien conduire le processus électoral. C'est un expert, un bon technicien, quelqu'un en qui nous pouvons tous croire pour qu'au finish, à la fin des scrutins, nous puissions avoir des résultats qui reflètent la vérité des urnes. Vous n'avez qu'à voir, 2 mois avant les élections de 2018, la tension qu'il y avait en RDC. Les va-et-vient qu'il y avait. Là, il n'y a pas de tension. Les va-et-vient qu'il y avait. Les diplomates qui quittaient l'Occident, qui venaient. C'est la fin. Mais il faut voir aujourd'hui. C'est la fin. À 2 mois des élections, est-ce qu'il y a la tension? Il n'y a pas de tension. Simplement parce que l'équipe de la CENI dégage une certaine confiance. Sérénité. Merci. Une certaine sérénité. Merci beaucoup. Et ça, même vous ne pouvez pas les contredire, bien que vous soyez du côté de l'opposition. Isako, prochainement, je vous ferai plaisir d'amener un peu votre jumeau sur ce plateau, comme ça. Son jumeau est aisé, il parle pas. Vous permettez. Non, c'est fini, mais en une seconde, je disais, on devra éviter de faire élire un président qui sera
contester. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup d'avoir suivi. Mais là, il faut vous adresser au Congolais. Bien Merci sûr. beaucoup d'avoir suivi cette émission, mesdames et messieurs. J'avais ici Dieudonné Mouchagalouché, qui est membre de la société civile. Habituez-vous à pouvoir retrouver quelqu'un des non-journalistes qui sera sur ce plateau pour apporter d'autres touches afin de pouvoir éclairer l'opinion dans le sens des analyses. Joseph Kamanga, merci beaucoup. Dieudonné Mouchagalouché, merci. Merci. Merci à Gardi Diane avec ses lunettes des petits français de Sorbonne. Merci beaucoup à Isako. J'ai révélé que vous êtes jumeau. Excusez-moi. Je le suis autant. Ah bon? Je suis aussi jumeau. Je ne savais pas. Je suis aussi jumeau. Oh là là, oui. il y a des jumeaux. Allez, au revoir, à la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.